On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est un conteur d'histoire. Moi je l'appellerais le Ondela du rap français. C'est un narrapeur. Vous l'aurez compris, l'hôte du jour c'est le bien nommé Driver. Salut Driver, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va et toi? J'aime bien narrapeur. Ouais, néologisme. C'est fort, c'est très fort. Ravi de te recevoir ici. Content d'être là, merci. Écoute, est-ce que, mis à part cet aspect de narrapeur, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oula, c'est compliqué. Donc je suis driver, je viens de Sarcelles, je suis rappeur d'abord, et le rap m'a amené à plein d'autres choses. Je vais citer des fonctions, mais je vais sûrement l'oublier. Alors, ça fait de moi un écrivain, voilà, auteur de livres, producteur, éditeur, animateur de télé, de radio, de podcast, de soirée, je sais pas. Ça fait beaucoup déjà. Il y a plein de trucs, ouais. Ok, ça marche. On va commencer d'abord par ta fonction de rappeur. Ouais. Comment la genèse de l'arrivée dans le rap, comment ça s'est fait? Bah moi je me suis mis à rapper parce que j'en ai entendu d'abord. J'ai commencé par entendre du rap américain, mais bon, j'aimais, j'étais un auditeur, mais c'était en anglais, donc je me voyais pas rapper en anglais, donc pour moi le rap ça se faisait en anglais. C'était il y a longtemps. Et je découvre pour la première fois du rap français, grâce à une émission sur Radio Nova qui s'appelait Le Dynasty et qui est animée par DJ Dynasty, et en MC il y avait Lionel D qui repose en paix. Les deux recevaient des rappeurs de toute l'île de France tous les dimanches soirs la nuit, et ils venaient faire des freestyles et tout, et mon frère et moi on enregistrait les cassettes. On enregistrait tout sur cassette, et après on écoutait toute la semaine, tout le temps, et on apprenait par cœur. Et il y a eu des moments où j'allais à l'école et que je récitais ces textes. Sans dire que c'était les autres. En faisant croire que c'était de moi. Donc je passais pour un héros, jusqu'au jour où quelqu'un qui lui aussi écoutait cette émission m'a dit: ça c'est pas toi, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Et voilà, je me suis senti bête, et ça m'a forcé à aller écrire mon premier texte pour revenir à l'école et le rapper et dire: alors ça c'est qui? Et dire: je sais pas, bah c'est moi. Ah, c'est pas mal. Et du coup ça m'a encouragé et j'ai continué, jusqu'à passer moi-même dans une émission de radio qui était sur Radio Beurre à l'époque, et je suis allé faire freestyler, j'ai monté un groupe pour faire les freestyles dans cette émission, et voilà, je me suis plus jamais arrêté. Ah, t'es toujours actif là. Voilà, ouais, parce que là on parle de 1990. Hein. Ah, voilà. J'étais pas né. Voilà. Ok. Et t'as signé aussi à Polydor après? Exactement. Donc là, je commence en gros à rapper en 1990, et je passe par tout ce qui pouvait se faire à l'époque. Des freestyle radio, des concerts, des machins, des compilations, des mixtapes, jusqu'à ce que mon nom buzz. Et à un moment, je me suis retrouvé à faire la tournée des maisons de disques. J'ai signé chez Polydor pour sortir mon premier album en 1998. Donc en gros, de 1990 à 1998, j'ai bossé dur, mais avec passion, pour que mon nom grandisse dans ce game, et ça m'a amené jusqu'à sortir un album en 1998 qui s'appelle Le Grand Chelem. Que voici. Voilà. Voilà. Tu sais que cet album-là, ça fait longtemps qu'il est chez moi. En fait, je pense que c'est à mon grand frère. Il a dû l'acheter à l'époque. Et bah écoute, ça fait drôle de se retrouver là, alors que, tu vois. Ouais. Et bah écoute, il est là, hein, en plus en bon état et tout. Je vois, ça fait plaisir. Non, cool, c'est très bon souvenir. C'est les archives, tu vois. Ouais.
C'est pour ça que je te disais tout à l'heure en off que ouais, j'avais un truc et tout. Parce Ouais. que ça, c'est quelque chose qui était dans les archives depuis longtemps, que j'ai Mhm. retrouvé. J'ai dit, bah, je reçois Driver, c'est obligé que je le ramène. Donc, il était là dans la pile, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Premier album, quels ont été les retours? Écoute, c'était cool et surtout, j'étais différent. C'est-à-dire, au moment où je sors cet album-là, on rentre dans une vibe un peu rap de rue, tout doucement. Le rap français est en train de s'assombrer un petit peu. Et moi, je décide de faire un truc plus ouvert, plus ensoleillé. Tu peux le voir sur la pochette de l'album. J'ai rien à voir avec tout ce qui sort à ce moment-là. Si tu veux, c'est sorti en 98. 98, c'est une grande année pour le rap français. Il me semble qu'il y a Opéra Puccino d'Oxmo. Je crois qu'il y a Bustaflex, je crois, avec son premier album. Il y a Arsenic, quelques gouttes suffisent, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a Idéal J, le combat continue et tout. Et si tu regardes quand même toutes les pochettes, tu vois quand même un truc assez sombre. C'est vrai. Et tu vois moi, un mec en golfeur avec un petit sourire en coin, tout ça. Donc c'était vraiment, je voulais dénoter, je voulais être différent. Et ça c'est sûr, j'ai réussi ce coup-là, d'être différent. Après, je pense que l'album a été compris avec le temps, parce que j'étais vraiment pas dans la mouvance de ce qu'il faisait, donc les gens se disaient mais pourquoi il fait ça lui? Et avec le temps, ah ouais non mais on a compris, ah ouais t'avais raison. Donc c'est un album qui vieillit très bien, de par son mix aussi, et les thèmes abordés qui étaient assez larges et un peu osés et fous à l'époque. Voilà. C'est ça. T'étais un précurseur. De toute façon, dans le rap, les précurseurs, généralement, on comprend pas trop ce qu'ils font. Ouais, pas toujours au début. Tu vois, dans un autre style, Oxmo Puccino, quand il sort Opéra Puccino, les gens comprennent pas directement son album. Il fera disque d'or 10 ans plus tard. C'est fou, ça. Mais c'est que avec le temps, les gens, ah ouais, non, mais en fait, il voulait dire ça. Ah ouais. C'est un chemin choisi. Tu vois, on se dit... Il faut. Tu fais ce que tu as envie de faire, tu fais ce que t'aimes. Faut être original. Voilà. Et surtout à l'époque, c'était le but. Personne voulait sonner comme l'autre. C'est ça. Donc, premier album. Après, deuxième album. Ouais. Swing Popotin. Swing Popotin, ouais. Qui se passe moins bien, beaucoup moins bien. Pour plusieurs raisons. Déjà, moi, cet album... Le premier, le Grand Chelem, il sort en 1998. Moi, je suis prêt pour sortir mon deuxième album en 2000. Ok. Mais il y a une fusion entre les maisons de disques. Universal et Polygram fusionnent. Et quand il y a ce genre de fusion, il y a des gens qui sont renvoyés dans les bureaux, les gens des bureaux. Et avec une nouvelle équipe qui arrive, souvent, ça donne lieu aussi à des artistes qui sont renvoyés. Parce que t'as un directeur artistique ou un patron de label qui se retrouve avec des artistes qu'il n'a pas voulu. Ouais. C'est pas lui qui les a signés. Donc il regarde les chiffres. Ouais, bof, dehors. Lui, ah, pas trop mal, potentiel, on le garde. Donc tout ça, c'est des moments de flottement qui font que mon album qui devait sortir en 2000 a été repoussé à 2002. Mais au moins, ils m'ont gardé. Ils ont dit, non, allez, ok, il y a quelque chose, il y a un potentiel, tac, j'ai sorti mon deuxième album. Et par contre, absence de radio. Je passais pas du tout à la radio sur le deuxième album, alors que sur le premier, j'en avais eu. Et donc, du coup, je te cache pas que je sentais... tu sais, en général, tu prépares la promo avant la sortie de l'album. Donc, ils envoient un single ou deux en radio. J'ai vu que ça prenait pas. Moi, je sentais que l'album allait pas vendre. Alors que j'étais très fier de cet album-là. Mais comme je sentais cette vibe et tout, je me suis dit, allez, fais-toi juste plaisir. Fais ce que tu as envie de faire. Fais les morceaux que tu as envie de faire. Et puis, on verra ce qui se passera. En plus, tu as sorti ton album en 2002. En fait, tes albums, tu les as sortis à des années charnières. Parce que 2002 aussi, c'est une grosse année en termes de rap. Hein. Il y a je me rappelle moins, voilà. Je me rappelle moins de ce qu'il y avait en 2002 que 98. Mais déjà, tu me dis temps mort, ouais. Il y a le deuxième album d'Arsenic. Ouais. Je sais pas s'il n'y a pas Sniper. Non, Sniper, c'est 2003, je crois. Okay. En tout cas, c'est une grosse année. C'est une grosse année rap. Ouais. Donc, quelque part, ouais, tu sortes. Bon, t'étais prêt en 2000, malheureusement, ça sort en 2002. Ouais. Mais même en 2000 aussi, c'est une grosse année, tu vois. Ouais, non, mais après, c'est. La fin des années 90, ça a été une année où il y a eu énormément de succès en rap français. Ouais. Donc, du coup, les maisons de disques sont mis à signer. Et ça fait qu'en vrai, à partir de
98, déjà avec 96, c'est un tournant parce que Skyrock mise sur le rap français. 98, il y a des gros albums qui sortent, il y a des succès, et je pense qu'à partir de 98, en fait, toutes les années sont des grosses années. Parce que ça y est, il y a une économie autour du rap français nationale. Parce qu'il y a une radio comme Skyrock qui joue du rap français, et il y a les télévisions qui jouent les clips de rap français aussi, et que ce soit la télé ou la radio, c'est national. Donc ça signe. Mais 2002, c'est aussi l'époque où ça commence à rendre les contrats aussi. Ah ouais, mais après, ça c'est un truc qui a toujours existé. C'est tu marches, on te garde, tu marches pas, on peut vite te renvoyer. Ça c'est la vie, c'est comme ça. Mais ça c'est pas grave en vrai. Ce qui va être grave, c'est un peu plus tard quand il va y avoir Internet, le téléchargement illégal. Et ça va vraiment fracturer l'industrie. Et il y a des gens qui vont arriver avec leur premier album à ce moment-là. Et ça, c'est dur. Très dur. C'est beaucoup plus dur que d'être au moment où tout se passe bien et parce que tu marches pas, on te rend ton contrat. Ou trouve un moyen de rebondir. L'industrie, elle est toujours là. Tu peux faire de l'argent. Mais arriver au moment où les CD ça marche plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gravent des CD en allant sur internet et en prenant ta musique gratuitement. Là c'est dur quand t'arrives, t'es un nouvel artiste, premier album à ce moment-là. Les gens qui vont au marché, qui achetaient les piles de CD graves. Tu vois ce que je veux dire? Et verbatim. Exactement. Ça c'était dur. C'est tout à fait compréhensible. Donc toi, ça ne marche pas comme tu l'as dit. Après, on te rend ton contrat. Voilà. Et là maintenant, c'est une autre économie qui se met en place. J'avais signé pour 3 albums. Du coup, j'en fais que 2. Polydor décide de me rendre mon contrat et ils doivent me compenser financièrement pour ce 3e album. Et moi, le premier truc que je fais avec cet argent, c'est je vais en vacances. Je vais en vacances à Los Angeles. Je rêvais de voir cet endroit depuis toujours et tout. Et voilà. Et je reviens avec envie de faire plein de choses. Parce que le rap aux États-Unis, c'est énorme. Tu vois plein de gens bouger tous les jours dans cette industrie-là, en espérant prendre du plaisir parce qu'ils aiment ça, mais surtout améliorer leur quotidien, changer de vie. Ils sont là, ils bossent, et quand tu vois comment ils bossent, je me dis que moi, avant ce voyage, j'ai peut-être trop pris la musique comme un loisir. Pas comme un travail. Ouais, eux, ils sont dans un truc, c'est un métier. Il faut que je mette ça aussi en rentrant et tout. Et donc, j'ai voulu me produire d'abord, mais je me suis rendu compte que je ne savais pas comment on faisait. Parce que pendant des années et des années, Polydor s'est occupé de moi. C'est-à-dire pour tout. Je voulais booker un studio, je savais même pas comment on faisait. J'avais aucun numéro de téléphone de studio. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, quand j'étais chez Polydor, j'appelais mon directeur artistique. Salut, ouais. J'ai besoin d'enregistrer une fois studio. Ok. 10 minutes après, on m'appelait, voilà, l'adresse, truc, machin. J'allais. C'est tout. Et pour tout, c'était comme ça. Et c'est là que tu te rends compte que quand tu sors de cette école de major et que tu dois t'occuper de toi-même, c'est compliqué. Et comment tu t'y es pris finalement? Bah, j'ai laissé tomber cette histoire de me produire tout seul. Et boum, j'ai eu une opportunité pour signer dans une autre major, chez EMI. Ce que j'ai fait, j'ai signé. Pris une avance, tout ça, machin. Donc j'étais confortable financièrement et tout. Et pour des questions de sample, j'ai jamais réussi à sortir ne serait-ce qu'un single. À chaque fois que je samplais un truc, on demandait la permission de l'autorisation du sample et ils répondaient pas, les mecs, les Américains. Et la maison de disque disait, on veut pas prendre le risque de sortir le truc quand même et qu'ils nous attaquent derrière. Vas-y, viens, fais un autre morceau. Un autre morceau, même histoire de sample, ils répondent pas. Vas-y, un troisième. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va nulle part et tout. Et finalement, j'ai quitté EMI sans sortir d'album, sans sortir de single. Et j'ai été... on m'a encore redonné de l'argent. Ah bah écoute. Voilà. Et en vrai de vrai... Tu vois, dans ces périodes-là, j'aurais dû m'inquiéter. Bon, j'arrive même plus à sortir ma musique, je devrais être inquiet. Mais comme j'avais de l'argent,
J'étais pas inquiet, moi. Je vivais. Oh tiens, je repars en voyage. Ah, je repars à Los Angeles, j'aime trop. Et tu vois, je vivais. Et c'est au bout d'un moment où je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je me produise et tout, mais je sais pas comment on fait. Et j'ai commencé à rentrer dans un trou. Alors, pas une dépression, hein. Pas non plus de drogue ou d'alcool, tout ça. Il n'y a pas tout ça, hein, mais ce truc quand même où t'es chez toi et tu sors pas. J'avais une PlayStation. Tous les mecs, les rappeurs, quand ils ont une PlayStation, ils jouent à FIFA, PES à l'époque, ou à GTA. GTA, Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est les trucs des rappeurs. Ouais. Moi, je jouais à des trucs de management, des trucs de coach, d'entraîneur de foot. Mais c'est des trucs qui sont lents. Et qui peuvent te prendre toute la journée. Tu restes là parce que tu construis une équipe, tu fais des transferts et tout. Et moi, je faisais ça, je restais chez moi comme ça. Il se passait plein de choses dehors. Le rap, ça se passait dehors. Et moi, j'étais chez moi et je jouais à la console. Et je me disais, comment je relance ma carrière ? Je sais pas. Oh, c'est pas grave. Je joue à la console. Et le mec qui me sauve, en fait, c'est un mec qui s'appelle Marc. Marc qui tenait un label qui s'appelait Bombata, qui est connu pour avoir eu une émission au tout début de Génération, la radio. L'émission s'appelait Original Bombatac. C'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu, qui jouait mes morceaux, qui m'invitait pour faire des freestyles et tout. Et il m'a dit, Driver, qu'est-ce que tu fais et tout? Oh, faut bouger, qu'est-ce que tu fais et tout? J'ai dit, ouais, mais je sais pas quoi faire, je sais même pas me produire. Et c'est lui qui m'a dit, hey, fais une compilation. J'ai dit, ouais, mais t'as vu, je pense que si je contacte des artistes, personne va venir. Quoi, t'étais un pestiféré à l'époque, tu penses? J'étais pas un pestiféré, mais je pensais l'être parce que, à l'époque, et on peut faire un comparatif avec aujourd'hui, mais à l'époque, quand on te rendait ton contrat, on te regardait comme un pestiféré. C'était le truc, ah, il a raté. Aujourd'hui, c'est pas rendre ton contrat, c'est ta première semaine de vente. Quand tu rates ta première semaine de vente, les gens sur Internet disent, ah, il est nul, et voilà. Nous, à l'époque, c'était pas ça. Nous, c'était, on t'a rendu ton contrat. Ah ouais, ça va pas. Et moi, je pensais que les gens m'aimaient plus, en fait. Mais qui t'a fait croire ça? L'industrie, parce que c'est comme ça qu'on fait croire qu'en fait on te dit quand on te rend ton contrat c'est fini pour toi. Mais donc personne me l'a dit frontalement, mais je me disais ils doivent se dire ça. Donc je me vois pas aller démarcher les artistes pour faire une compilation vu que pour eux je suis un pestiféré. Non. Et c'est Marc qui me dit mais tu dis n'importe quoi, les gens ils t'aiment toujours. Mais Driver juste. Toi, tu viens de Sarcelles, tu dis que t'es un pestiféré, mais t'avais tes grands aussi qui rappaient, qui auraient pu t'aider. Est-ce que t'as essayé de leur demander un petit peu? Non, mais déjà, eux, ils étaient dans leur truc. On parle de Passy, on parle de Stomy Bugsy, tout ça. Et puis, il y avait des histoires internes à la ville qui m'empêchaient de collaborer avec mes grands, alors que c'était mes grands, et que j'avais de l'amour pour eux, et j'en ai toujours. Et du coup, c'est pas de ce côté-là que je serais allé demander de l'aide en premier, mais par rapport à des histoires internes de la ville de Sarcelles. C'est juste ça. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, bon, je peux pas aller démarcher les gens, ils vont pas... Et c'est Marc qui me dit, mais si, t'aimes toujours. Je dis, non, je crois pas. Et je peux être têtu des fois. Donc, Marc, il voit que je vais pas bouger. Vraiment, je pense vraiment que les gens m'aiment plus. Et Marc, je dis, ouais, il garde ça dans sa tête. Et Marc me l'a fait à l'envers. Et il me dit, tiens, j'ai récupéré 2 morceaux pour ta compilation. Je dis, ah ouais. Il y avait un morceau, il y avait Cynic dessus. Ouf. Au moment où Cynic il est en haut. Ouais. Et il y avait un autre morceau, c'était un solo de Nak. J'aime beaucoup ce rappeur, j'aime beaucoup ce que fait Nak et tout. Et Marc, il me dit, voilà, ça c'est 2 morceaux. C'était 2 premiers morceaux de ta compilation. Maintenant, tu dois continuer et tu vas attraper les gens grâce à ces 2 morceaux. Quand tu vas parler aux gens, tu vas dire j'ai déjà Cynic et j'ai déjà Nak. Et tu vas voir que les gens ils vont bouger. Et du coup, je me dis ok, je bouge. Et j'allais tous les soirs, j'allais chez Marc. Je mangeais chez lui, il me faisait à manger, il me remontait le moral, tout, et machin. Et on avançait. T'as appelé qui aujourd'hui? Ouais, j'ai appelé l'autre. Ouais, peut-être. Et je commence à avoir quelques morceaux à droite, à gauche.
Et à un moment, je me dis, vas-y, je vais appeler Diams. Parce que Diams, c'est ma pote, elle est sur mon premier album, je suis sur son premier album, et à ce moment-là, Diams, elle est sur le toit de la France. Sur l'eau, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et elle vient de sortir son album Dans ma bulle, La Boulette, tout ça, le morceau avec Vita. Diams, elle est sur le toit de la France. Et je me dis, vas-y, c'est Marc en fait qui m'a motivé. Je me dis, vas-y, je demande. Si elle dit non, qu'est-ce que je risque et tout, vas-y. Et je lui demande et elle me dit oui. Le seul truc qu'elle me dit, c'est voilà, je viens de pondre un album, j'ai trop rappé, donc je peux pas te faire un solo. Mets-moi en duo avec quelqu'un. Et si on tombe sur la bonne personne, je le fais le morceau. Et donc je la mets avec Jeff Lenner, qui est fraîchement signé chez For My People, label de Cool Chain et tout. Et ils font le morceau. On est tous en studio. Il y a même Cool Chain qui vient dans le studio. Bref, super séance et tout. Je dois avoir 6 morceaux. Et Marc, il me dit, je suis fier de toi. Lourd. Là, t'as Diams. C'est la numéro 1 en France. Donc maintenant, je peux te dire la vérité. Le morceau de Nak et le morceau de Cynic, c'était pas pour toi. C'est des morceaux qui sont même pas vraiment à moi. C'est juste un de mes beatmakers qui a fait des instrus pour eux. Voilà. Donc je récupère les 2 morceaux et fais ta vie avec les autres. Là, j'étais mort de rire. Je dis, tu m'as eu, tu me connais. Sans ces 2 morceaux-là, j'aurais pas bougé. Hein. Mais grâce à ces 2 morceaux, j'ai fait le reste jusqu'à avoir Diams. Donc là, maintenant que j'ai Diams, vas-y, je continue. Et il dit, faut que tu montes ta propre société, ton label, et il faut que tu trouves un distributeur. Ok, je me renseigne pour monter mon label, une société, c'est compliqué. La France, je crois que ça s'est un peu plus simplifié aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une galère. Là où quand tu allais aux États-Unis, dans la journée, tu pouvais monter ta société. En France, c'était des papiers. On aime beaucoup les papiers, l'administration française, tout ça, c'est compliqué. Donc, je galère pour monter le label, mais vas-y quand même, j'arrive à avoir un rendez-vous chez un distributeur qui s'appelle Pias. Je rencontre le mec et je lui fais écouter les 6 morceaux que j'ai. Et lui, il voit que Diams, en fait. Et il dit, mais Diams, vraiment, hein? Ouais, c'est ok. Ouais. Il n'y aura pas de problème si elle est sur le projet. Non. Ok, je reviens. Il part 5 minutes, je pense qu'il allait voir son patron. Il revient, il me dit, Driver, on te propose un label deal. Tout ce qui va sortir sur ton label, on le distribue. C'est plus que ce que j'attendais. Moi, c'est chercher une distribution pour la compilation qui était même pas finie. Lui, il me dit que non, on fait un label deal. Tout ce qui va sortir sur ton label, on le produit. Et moi, je dis, ok, sauf que j'ai pas de label. J'ai pas de label. Et là, je vais voir Marc. Je vais direct dans son bureau. Je lui dis, Marc, truc de ouf. Ouais, tu devineras jamais ce qui s'est passé, quoi. Tac. Il me propose un label deal. Mais j'ai pas de label. Il me dit, c'est pas grave, c'est une super bonne nouvelle. Maintenant, il faut le monter, le label et tout. Mais c'est une bonne nouvelle et tout. Vas-y, je vais t'aider, tout ça, machin. Je suis là, on est en train de discuter, on rigole. C'est une victoire, tu vois. Moi, je suis en train de remonter la porte. Bien sûr. Et qui arrive dans le bureau? Jean-Pierre Sec. Jean-Pierre Sec, que je connais depuis ses années de journaliste, donc quand il travaillait à l'Affiche, et qui ensuite est connu pour avoir monté 45 scientifiques avec Géraldo, Ali et Booba, Lunatic. On connaît le succès qu'il y a eu, Lunatic, Booba en solo, tout. Donc ils ont fait des disques d'or en indépendant, magnifiques et tout. Sauf que là, c'est la période où Jean-Pierre Sec a quitté 45 scientifiques et qu'il a monté son propre label qui s'appelle All Made. Il a sorti un projet, même 2 projets, il me semble, chez un distributeur avec qui ça s'est mal passé. Il n'est pas content de la façon dont ils ont travaillé, donc il décide de les quitter. Et il explique tout ça à Marc, et à moi en même temps parce que je suis là. Et Marc, il dit, mais attendez les gars, il y en a un qui a un distributeur mais qui n'a pas de label, il y en a un qui a un label mais qui n'a pas de distributeur. Vous deux, vous vous connaissez depuis des années, vous entendez bien. Travaillez ensemble. Bah oui. Et c'est là qu'on se regarde. Bah, ouais. Pourquoi il n'y a pas pensé? Et c'est là que je rentre, je prends des parts dans Olmed en fait. C'est à ce moment-là. Et là, je vais enfin pouvoir produire ce que j'ai envie de produire. Je deviens indépendant.
Jean-Pierre, qui a l'expérience grâce à 45 scientifiques de l'indépendance dans la production, m'aide énormément parce que moi j'ai encore mon cerveau Polydor, Major et tout ça, et gros budget et trucs. Ah, c'est pas comme ça un indépendant, faut réduire les coûts et tout. Et il m'a expliqué plein de trucs et heureusement qu'il était là. Après moi, ma vision de Major, elle servait aussi dans l'artistique et ça fait qu'on se complétait bien et l'aventure était lancée comme ça. Je suis devenu indépendant à ce moment-là. Et d'ailleurs, All Made, bon, il y a eu l'épisode Blanket, on va pas y revenir parce que j'ai raconté parlé, je pense que les gens savent. Mais aujourd'hui, All Made, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça devient? Ouais. Alors, All Made, aujourd'hui, il y a un pôle audiovisuel où on fait des courts-métrages, séries, films, si Dieu le veut. Des émissions. Ouais, comme Roule avec Driver. Ah, ok. Comment ça s'appelle? Le Moment, qui est mon tout nouveau bébé. Et voilà, et plein de belles choses qui vont encore arriver. Et les séries, lesquelles? Ouais. Là, on a une personne, c'est de la coproduction. On a une personne qui s'appelle Laura, qui fait partie d'All Made, qui en parlerait mieux que moi. Mais il y a eu de la coproduction sur 2 séries, dont une qui a très bien fonctionné. Je peux pas tout dire ici. Non, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais voilà. Et puis, la production musicale, en ce qui concerne la production musicale, ça continue via l'Afrique. Ah, ok, bien. Ouais, il y a un artiste qui s'appelle Deep Dundungis, qui est un très très gros artiste sénégalais, un rappeur sénégalais, pour moi clairement le numéro 1. Qu'on produit, il y a un chanteur gabonais qui s'appelle Seiji ou CJ, ou dites comme vous voulez, qui est très très fort. Il y a des choses, il y a un artiste, je peux pas en parler maintenant. C'est sur le feu, on va dire. Et voilà. Bref, il y a des choses via l'Afrique et peut-être bientôt via la France. Ok, voilà. On reste à l'affût. Voilà. Vous êtes combien dans All Made? All Made, c'est 5 personnes. Ok, toi, Jean-Pierre Sec, Laura, tu parles, et Leaf et Mousse. Ok. Voilà. Ok. Bah, c'est bon ça parce que je me posais la question de savoir ce que ça devenait parce que je sais que tu étais dedans. Mais... Ouais. Non, ça existe toujours et on travaille beaucoup. Après, il y a des trucs... je peux pas il y a des trucs sur le feu, il n'y a pas de problème. Mais Driver, dans ton livre, je vais revenir sur un point. Tout à l'heure, on parlait de rendre des contrats, etc. Il y a une anecdote que tu racontes, c'était l'histoire de l'Adami. Le fait qu'on t'avait dit qu'il y avait ton argent qui dormait, t'as récupéré de l'argent, donc on t'a rendu ton contrat, mais t'as encore récupéré des sous. J'ai dû aller en vacances encore. Aux États-Unis? Sûrement, j'allais qu'aux États-Unis à cette époque-là. Et est-ce que tu penses que ce problème-là de l'Adami, il est toujours actuel? C'est-à-dire, est-ce que les gens, ils sont toujours sous-informés? Oui, on nous explique pas tout. Alors, certains diront que c'est à toi d'aller chercher l'information. Et d'autres te diront, non, faut qu'on m'explique. Moi, personnellement, quand je signe mon premier contrat là, pour sortir le Grand Chelem, tout ça, et je sors directement de chez moi, je ne connais pas l'industrie. J'ai un avocat. Ça, c'est bien. Voilà, qui me négocie le meilleur contrat possible. Et ça, c'est cool. Je remercie. Mais on m'explique pas tous les endroits où je peux aller chercher de l'argent. Et l'Adami, c'est un truc que Polydor a oublié de m'expliquer, par exemple, tu vois. Mais il y a des gens qui vont dire, non, c'est pas à Polydor de te le dire, c'est à toi d'aller chercher. Mais comment tu peux aller chercher un truc que tu ne sais même pas qu'il existe, en fait? Bah ouais. Et moi, j'ai eu un coup de chance, que je raconte dans le livre, c'est que j'ai un mec de Sarcelles qui a pécho une meuf qui travaillait à l'Adami. Et dans la discussion avec cette meuf, il dit ouais moi, tu travailles dans la musique, moi je connais un rappeur, Driver et tout, et elle tape Driver, il a beaucoup d'argent qui dort ici, hein. Dis-lui de me contacter. C'est ça, c'est juste ça. Si mon pote il pécho pas cette meuf, mon argent je le vois peut-être jamais, je sais pas. Ouais.
Et là, en 2024, il y a toujours ces histoires de... On est un peu mieux informés quand même. Grâce à Internet, tout ça. Nous, il n'y avait pas Internet. Faut pas oublier ça, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on est mieux informés. Mais je le répète, si tu sais pas ce que tu dois chercher, tu peux pas le trouver. Donc, c'est toujours mieux quand quelqu'un t'explique. Et une fois qu'il t'a expliqué, tu vas sur Internet. T'as informé un peu de tes collègues par rapport à la dame à ce moment-là? Moi, cette histoire-là, je l'ai racontée à tout le monde. Ça veut dire, allez voir. Allez là-bas. T'es inscrit? Non, inscris-toi. T'as de l'argent qui dort. Oui. Parce que là, il y a des syndicats un peu de rap qui commencent à se faire, tu vois. Maé fait des rap et tout, qui disent qu'en gros, il y a de l'argent, beaucoup d'argent, qui dort déjà à la SACEM. Parce que tout le monde connaît la SACEM, mais il n'y a pas que la SACEM, en fait. La SCPP, etc. Toutes ces caisses-là. Des trucs, des subventions. C'est ça, tu vois. Et c'est dommage que les gens n'essaient pas de se renseigner quelque part. Par rapport surtout que les majors utilisent ces subventions. Et on sait que les majors sont des multinationales qui sont censés avoir beaucoup plus d'argent que nous, les indépendants. Et eux, ils utilisent des subventions et nous, on dort sur ça. Il faut y aller, les gars. Cet argent, il est là pour nous aussi. Après, c'est le problème des fois des artistes. Ils ne savent pas, ils ne se renseignent pas. Et même au niveau des contrats, tu vois. Signer un contrat, des fois, c'est compliqué. Ils ne lisent pas, ils n'ont pas d'avocat parce qu'ils disent que ça coûte trop cher. Mais signer un mauvais contrat, ça va te coûter beaucoup plus cher qu'un avocat. Donc, paye l'avocat, c'est mieux. Ouais, mais il y a des gens qui comprennent pas ça, tu vois, qui se disent, ouais, mais... c'est plus compliqué que ça, c'est qu'en vrai, t'es un artiste, et encore plus un jeune artiste qui vient de la pauvreté. On te propose un contrat, le premier truc que tu vas regarder, c'est pas le nombre d'années, c'est pas le machin, c'est l'argent qu'on te donne, l'avance. Si le chiffre te convient, c'est-à-dire que tu n'as jamais eu ce chiffre-là de ta vie, tu es pressé de signer le contrat. Maintenant, si on dit non, on va voir un avocat, en gros, ça veut dire peut-être qu'il y a un humain qu'on appelle avocat qui va dire non, ne signe pas ce contrat, alors que toi, tu as déjà vu le chiffre et tu l'imagines sur ton compte en banque. Non, le mec, il fonce, il signe. Et ça se joue beaucoup sur ça, en fait. Mais je vous le dis, les gars, vraiment, prenez le temps de prendre un avocat. Payer un avocat, et vraiment si l'avocat il vous dit ne signe pas ça, ne signez pas ça. C'est que l'argent qu'on vous donne là, on va vite vous le reprendre, et même beaucoup plus. Non. Parce que c'est pas normal, moi je trouve, j'avais reçu une avocate ici, juin 18 disait, c'est pas normal qu'en 2024 on ait les mêmes problèmes qu'il y avait dans les années 90, tu vois. Que les gens disent qui sont les mêmes problèmes que dans les années 70. Voilà, c'est pas normal. Mais ça revient toujours à cette histoire d'argent, de pauvreté et d'urgence, quoi. À un moment, t'es là, t'as une famille ou quoi, je sais pas, t'es pauvre, tu te dis, ah, je m'en fous, je prends cet argent-là, après, le reste, on verra. Sauf que, il se trouve que ton album marche, tu deviens une star, et que t'es pas assez riche, parce que t'as signé un mauvais contrat. Et c'est là qu'on est dans le on verra. Gère maintenant que t'as signé, comment on fait? Exactement. Après, ça fait des vidéos, des voleurs, c'est ça. Trucs. Mais il fallait pas signer. C'est pas simple, hein. Je suis en train de parler là, c'est pas simple. Moi, j'ai eu cette chance, je le dis dans le livre, d'être de Sarcelles, d'avoir des grands qui étaient un peu plus âgés que moi et qui étaient déjà dans cette industrie. Je pense à Sector A, je pense à Kenzie. Kenzie, plus âgé que moi, on traînait dans le même quartier à Sarcelles. Mais lui, il avait ses potes plus âgés, moi j'ai mes potes plus jeunes. Mais comme moi, j'étais dans le rap, des fois, je laissais mon oreille traîner dans les conversations des grands, tu vois. Et j'ai entendu le nom de l'avocat de Kenzie à cette époque-là. J'ai noté, j'ai dit, si un jour on me propose un contrat, j'irai voir cet avocat. Et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que toi, t'as l'oreille qui... Ouais, mais tu vois, imagine mes grands, ils auraient parlé que de foot ou de drogue, ou tu vois, ça m'aurait pas servi. Là, il se trouve que j'ai des grands qui sont dans la musique. Super. Moi, des fois, je passe, je dis bonjour, ça va? Et je reste à côté. J'écoute les conversations et des fois, c'est très instructif. Là, ça t'a beaucoup aidé. Exactement. Et c'est bien. Et merci pour le conseil que tu as donné par rapport à ça. Parce que, comme je te dis, c'est pas normal, tu vois, moi, d'entendre des histoires de j'ai signé ça, mais comment ça se fait que j'ai pas assez d'argent? Un tel, il a signé, il touche que 10%. Bref, beaucoup d'histoires. En tout cas, par rapport à ton livre, déjà...
J'aurais dû commencer par là, mais félicitations. Merci. Elle est là, ça c'est la version brochée, parce qu'il y a la version poche. Voilà. S'il y a la version poche, je crois que c'était chez Point. Ouais. C'est que ça a bien marché. Ouais. Tu signes pas, tu ne sors pas, il y a une version poche si le livre il n'a pas bien marché. C'est vrai. Donc le livre a très bien fonctionné, donc félicitations. Moi en tout cas j'ai pris du plaisir à le lire. Merci. Et je vais y revenir aussi parce que moi le livre il est dédicacé. Et si tu veux, ce livre-là, cette dédicace-là a un rapport avec ce podcast-là. Ok. Je t'explique. Le jour où tu vas dédicacer ce livre-là à la Secret Boutique, je suis là, je suis présent. Je devais pas être là, mais on m'invite. Ok. Mes potes de deux mesures, qui je passe le bonjour, me disent de venir parce qu'ils animent quelque chose. Ils font un concert et tout. Je viens. Ils me disent, ouais, il y a Driver, en plus, t'as lu le livre. Donc, tu pourras parler avec lui et dédicacer. Donc, je dédicace. Je rencontre Booba, ton acolyte à la récré. On discute. Il me dit, ouais, un jour, je vais t'inviter, etc. Et je sais pas ce qui se passe dans les jours d'après. Il y a un déclic, tu vois. Il se passe quelque chose dans ma tête et je me dis, il faut que je crée un podcast. Donc, il y a une corrélation. Ok. Bah, je suis content de faire partie de tout ça. Il y a une corrélation, tu vois. Donc, je tenais à te le dire. Cool. Donc, moi, je l'ai lu très rapidement, le livre, comme je te le disais en off ici. Très rapidement et c'est très bien écrit. Merci. Donc, avec Ismaël Merighetti. Exactement. Voilà, exactement. Co-écrit. Donc, voilà. Et surtout, on le disait aussi en off, c'était le moment pour toi d'écrire ce livre-là. À ce moment-là. Parce que tu aurais pu le faire plus tôt, mais c'était peut-être pas le moment adéquat. Non, j'étais pas chaud sur ça. On m'avait proposé de faire un livre 10 ans avant et tout. Je me disais, je suis pas légitime. Je connais tellement de gens, ne serait-ce que dans la musique, qui ont des vies plus extraordinaires que la mienne. Moi, j'étais pas... Et c'est une demande, en fait. Tout est venu d'Internet, où les gens me disaient, Driver, t'as toujours plein d'anecdotes dans les émissions, tout ça. Tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre. Des années de tu devrais écrire un livre, et à un moment, il y a des éditeurs qui m'ont contacté sur Internet en me disant, écoute, si tu fais ce livre, ça nous intéresse. Et j'ai commencé à prendre le truc au sérieux. Bah, écoute, t'as bien fait, hein. Mais j'allais pas le faire, sinon, s'il y avait pas ça, je l'aurais pas fait. Ouais, t'as bien fait. En plus, là, c'est le premier. Donc, on a parlé du premier. C'est vraiment, j'étais là, ta biographie. Voilà. Là, on voit que t'étais partout. T'étais vraiment partout. C'est ça. Tu vois, et il y a le deuxième bouquin. Voilà. Freestyle. Qui s'appelle Freestyle. Le rap français les listes. En 200 listes. Ouais. Voilà, c'est pas un truc sur moi, c'est pas la suite de J'étais là. C'est vraiment des listes sur le rap français, que ce soit des listes de beatmakers, des listes de rappeurs, mais voilà, dans des situations à chaque fois. Et voilà, c'est un truc, c'est un beau cadeau. Ça aussi, c'était une demande. Ça, c'était une demande aussi. Okay. Moi, je me considère pas comme un auteur de livres. Jusqu'à maintenant, je me suis pas levé en me disant, bon, faut que j'écrive un livre. Jusqu'à maintenant, mais j'ai déjà 2 livres. Là où il y a des gens qui se lèvent en disant, je dois écrire un livre ou je veux écrire un livre, et qui n'ont pas encore 2 livres. C'est vraiment des demandes, et je me sens béni des dieux pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est vraiment des trucs qui sont venus à moi. C'est pas des trucs que je suis allé chercher. Non, mais t'es légitime, hein. Ouais, bah, je le découvre. Ah non, je te le dis, t'es légitime. Déjà, le premier bouquin, là, on voit que t'es vraiment légitime parce que effectivement, t'étais partout. Ouais. Et le deuxième, tu établis une liste, sachant que t'es une encyclopédie du rap français. Ouais. C'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Moi, je le dis en tout cas. Okay, t'es une encyclopédie du rap français. T'es là, tu connais les gens, tu connais les musiques, tu connais les albums. Voilà. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui se mouille, qui le fasse. Et ben, il fallait que ce soit toi. Écoute, voilà, en tout cas, c'était une demande. Sans flatterie aucune, hein. Ouais, non, c'est... Mais en tout cas, voilà, j'ai vu en plus, celui-là, il se lit encore beaucoup plus. Bon, il se lit différemment. Bah oui, ça c'est... Il se lit différemment, ça, on sûr. Peut choisir où on va. Ouais, exactement, tu vois. Là, je sais pas, je tombe sur les albums en commun, tu vois. Ouais. Les albums en commun, t'as parlé de beatmakers, t'as parlé des fois des départements, les rappeurs dans les départements, etc. C'est vrai qu'en tout cas... on faisait même des années... Exactement. Avec Damien, qui a coécrit aussi, on faisait des années... allez, telle année, ils ont cité un nombre d'albums et tout, et c'est même comme ça qu'on redécouvrait, cette année-là, elle était cool. Ah, celle-là, ouais, c'était un peu moins bien. T'as pas eu de gens qui ont été vexés de pas voir leur nom dedans, non? Non, pas les artistes directement,
mais plus des fans d'artistes qui se disaient, moi, t'as oublié, machin, ou pourquoi t'as pas parlé de lui, mais pourquoi tu parles de lui et pas de l'autre? Ouais, j'ai reçu quelques messages comme ça, mais moi, on peut pas, moi on peut pas. j'ai vu un truc, bon, Ouais. je suis pas forcément connaisseur, mais j'ai vu, t'avais mis rappeur marseillais, à un moment, t'avais mis Taiki. Il vient de Marseille à la base. Ouais, Ouais, ok. ouais. J'avoue, il a pas d'accent, mais mais il vient de Marseille d'abord et puis il a déménagé. Ouais. Ok, rappeur. Ben, il y a des vidéos. Ah, Ouais, ok. parce que, je t'avoue, j'ai vu, j'ai dit, Ah, non, il a rappé. ok. Ah, Donc il y a passé du il y a rap des à- vidéos qui ressortent et tout. Ok, parce que j'ai vu ça, j'ai dit, comment ça, Ah, rappeur, non, c'est pas une erreur. Non, c'est pas une erreur, c'est que je voulais un éclaircissement Ouais. parce que Ouais. c'était un peu, tu vois, Ouais. incongru, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, félicitations aussi pour ce deuxième Merci bouquin beaucoup. que je recommande. Mhm. Là, on va parler un peu de Driver, parce que là, on a parlé du rappeur, d'écrivain. Mhm. Là, il faut qu'on parle de Driver dans l'audiovisuel, donc le podcaster, Ouais. Monsieur Roule avec Driver. Ouais. Ben, on va commencer avec featuring. Ok, le podcast. Ah, featuring, le fameux Mhm. podcast. Bah écoute, franchement, comme je te l'ai dit en off, moi je l'ai découvert, je l'ai partagé à pas mal de gens. Il y a Merci. des gens qui ont dit, ah franchement, ça passe tout seul. Ça, c'est cool. Ça. Ça passe tout seul, je le mets en voiture, j'écoute. En plus, comme je disais, t'es un narrateur né en fait, t'es un conteur d'histoire. Merci. C'est même l'interview, la voix et tout, comment elle est faite, t'écoutes, tu te dis ouais, c'est intéressant, tu vois. Ok. C'est intéressant et avec beaucoup d'invités intéressants Mhm. et beaucoup d'anecdotes aussi. Ouais. Ça, j'adore ça, moi. C'est-à-dire, les mecs, quand ils rentrent dans le studio, je leur dis avant de commencer, hey, ici, on aime les anecdotes. Hein. Ouais. Envoie. Je leur dis tout ça. Et quel est toi, bon, on va pas vexer les gens, mais l'épisode qui t'a le plus marqué, est-ce que t'en as un? Joey Star, Pourquoi? il m'a fait rire. Ah ouais? Je crois que c'est l'épisode où je ris, dans lequel je ris le plus. J'étais mort de rire. Et je me suis rendu compte en faisant cet épisode que finalement, les journalistes, lorsqu'ils avaient Joey Star en face d'eux, c'était rarement pour parler de musique. Et que du coup, on a commencé à oublier ce que Joey Star pense de la musique, où il en est, son passé et tout ça. Et moi, j'ai voulu revenir sur tout son parcours. Et finalement, on a un truc qui ne parle pas de faits divers. Ouais, ils aiment bien, c'est vrai. On parle de musique. Mm. Et je trouve cet épisode beau aussi pour ça. Alors que dès que tu mets Joey Star ailleurs, à un moment, ils veulent toujours revenir sur un épisode. Et oui, quand t'as fait ci, quand t'as fait ça. Ok, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. La musique. Ouais. NTM, BOSS, tout ça. Raconte-moi tout ça. Et il l'a super bien raconté. Et en plus, en étant marrant, il a des formules. J'étais mort de rire. Mais après, il y en a plein, tu sais, dans d'autres styles. J'ai trouvé celle de Cynic touchante, Ouais. tu vois. Celle de Pete Bacardi, pleine de sincérité. Non, c'est... Il y en a plein. Reste Tommy Bugsy, j'étais mort de rire. Ouais, Mais- l'anecdote de l'armée, là. Ouais. Reste Tommy, c'est mon grand, on se connaît fort, donc... Mais moi, comme je te Normal. disais en off, Kalash. Kalash. Aïe, 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 aïe. Kalash, c'était chaud aussi. MSN, les femmes qui s'inventaient des métissages, là. Oh là 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 là. Je te jure, je me suis retrouvé en 2005 quand il a parlé instantanément. Et je me suis dit, il a vraiment matérialisé l'image, tu vois. Ouais, elle mettait des trucs et j'ai dit non, il est trop fort. Ouais, non, Kalash, c'était un très bon moment. Et Big Up Kalash, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Il y avait, ouais, franchement, non. Moi, comme je t'ai dit, c'est. Tu sais, on est dans une ère de transmission, et là, Ouais. on sent, tu vois, parce que Ouais. tu as ramené des anciens dont on parle plus beaucoup, qui ont marqué Bien sûr. le mouvement. Je pense à Sully Biwak, je Bien pense sûr. à Madizum, Mhm. et tu as ramené aussi des gens qui sont dans l'actualité. Ouais. Et un mélange, et ce qui fait que. Il y en a pour tout le monde. Et tout le monde est intéressant, tu vois. Tu me dis Kalash, c'est actuel. Il y a Medine que j'ai reçu, l'émission était belle. Sadek aussi, c'était très bien. Et ça me fait plaisir de pouvoir passer de Danny Dan dernièrement aussi. Danny Dan, de Mike Tyson. Oh, j'ai failli oublier oui. Mike Tyson. Ah,
faut qu'on vienne dessus. Non, j'ai fait Mike Tyson, je suis un ouf. Mike Je Tyson, pas dire au premier. j'avoue que, en plus, t'as fini la saison avec. Ouais, exactement. Je me suis dit, ah ouais, il est fort. Non, On est Mike Tyson, après c'était un grand moment pour moi, tu vois. Je suis un vrai fan de boxe anglaise, tu vois. Bah, franchement, respect, hein. Donc, Mike Tyson, très grand moment. Pareil, pour rester dans l'international, j'ai fait Freeway Rick Ross, qui est le vrai Rick Ross. Voilà. Et ça aussi, c'était un très très bon moment. Ouais, t'as fait beaucoup de gens, t'as Ouais. fait énormément de gens et qui tu voudrais ramener si tu peux briser le. Moi, Les- j'aimerais beaucoup Booba, Mhm, Cool Chain. mhm. Vu que l'international n'est plus une barrière, Damon Dash, l'ancien associé de Jay-Z, qui Rock a fait là. Je pense que T'as essayé déjà un peu. je pourrais faire une belle émission avec lui, et, ça a failli se faire. Ok. Mais ça s'est pas fait, et j'espère que ça se fera. Voilà. Bah, je te le souhaite, hein. Ouais. Et plein d'autres gens, mais Mais Booba, c'est quoi? C'est le timing? bah, il vit pas en France, le monsieur. Ouais, c'est compliqué. Et puis quand il vient pour des trucs précis, les trucs à faire, boum, 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 il repart, tu vois. Mais ouais, Booba, légende du rap français, je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire. Mais allez, soyons fous, moi. Diams, Bah ouais. c'est pas évident, tu vois. Mais j'aimerais trop l'avoir. J'aimerais trop l'avoir. Diams, si tu nous vois, Si tu nous vois. viens dans mon podcast et on fait une belle émission. Mais justement, là, attends. On parle de featuring, là, mais depuis février, il n'y a pas d'épisode, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bah, en ce moment, c'est en stand-by et ce n'est pas de ma faute. Parce que je vois, il n'y a pas une journée sur les réseaux sociaux où je reçois pas un message. Mais featuring, c'est fini. Bah oui. Et je ne peux pas répondre. Je ne vous réponds pas parce que je ne peux pas. Parce qu'à l'heure, on parle, je ne sais pas. Ça se passe au-dessus de moi. Featuring, pour être transparent, c'est pas un podcast que je produis. C'est pas moi. C'est Engel. Voilà, c'est Engel. Et moi, je suis juste là, j'anime, je mène les interviews, tu vois. Donc, c'est des trucs qui me dépassent. Mais si ça doit revenir, moi, je suis... Ah, non, dis pas que ça va pas revenir, quand même. Non, je ne sais pas. Je dis juste que si ça doit revenir, je serai là. Je suis facilement joignable, facilement trouvable. Mais, vu que tu me lances... Vu que moi, les gens m'ont dit, mais featuring, c'est comment, et que je n'avais pas de réponse à donner, je me suis dit, bah, je vais faire une autre émission que moi, je vais produire, qui s'appelle Le Moment, qui est par contre pas sur les plateformes de streaming, mais qui est directement sur YouTube. Et voilà, et je vais continuer ce que je faisais chez Featuring. Je vais continuer à le faire, mais sur YouTube. Et le premier épisode, c'était avec Féfé, ex-Science ou Crew, et voilà, ça vient de ce manque en fait. Je me suis dit, je peux pas laisser les gens comme ça, les gens me demandent, je peux pas les laisser, donc voilà. Et il y a plein d'épisodes qui vont arriver, et je vais essayer de tenir un rythme toutes les 2 ou 3 semaines. Et si featuring revient, le moment, ça continue ou pas? Je pense que ça aura pas lieu d'être. Je sais pas. T'as fait ça pour compenser? Ouais, voilà, après, faut voir. Ah ouais, non, faut pas dire que featuring... Les gens sont habitués à featuring, hein. Ouais, non, je sais, c'est pour ça. Ouais. Moi, les gars, je moi, je n'ai pas la réponse. J'ai des potes, hein, dont un, je Z, il se reconnaîtra. Ok. Lui, laisse tomber, lui, driver. Non, mais c'est quelque chose qui me dépasse. Le Moi, genre de personne, quand tu lui envoies, ouais, regarde, il dit, ouais, je l'ai déjà vu. Ça fait plaisir. Non, mais c'était rentré, en fait, c'est rentré dans le cœur des gens, tu vois, l'émission. Comme je t'ai dit, la voix, comment c'est raconté et tout. Je reçois énormément de messages. Vraiment. Bah ouais, et ça fait plaisir. Et c'est la transmission aussi. Et tout âge. C'est Ouais, ça qui me ouais. touche vraiment. C'est qu'il y a des jeunes dedans qui écoutent, qui me disent merci. Mais c'est important, en fait, Ouais. que ce genre d'émission existe à ce moment-là, tu vois. Ouais. Parce que, comme je te disais, il y a eu des acteurs d'antan dont on parle plus Ouais. et qui ont besoin de parler, d'exprimer ce qu'ils ont fait et que ça puisse générer peut-être du streaming ou des recherches. Tu vois. Ouais, voilà. C'est vrai. Moi, ça arrive souvent. Hein.
qu'on me dise ah tu m'as fait réécouter tel album parce que je l'écoutais parler, je me disais ah oui il parlait de cet album, il a vécu comme ça. Attends, moi quand j'écoutais je pensais pas que c'était ça, je pensais le contraire. Ouais. Je vais réécouter. Non, c'est franchement, ouais, c'est. Non, moi, en tout cas, c'est comme je te dis, j'ai découvert en faisant des recherches. Et après, forcément, t'envoies aux gens, tu vois, passionnés et tout. Donc, les gens, ils écoutent, j'ai écouté tel épisode. L'épisode avec. Tout à l'heure, on parlait de la Secret Boutique. L'épisode avec la Secret Connection aussi, il était bien. C'était un bel épisode. Ouais. Ils se font rares et t'as réussi à les amener, tu vois. Ouais, c'est Coma, c'est un ami de longue date, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Moclès, pareil, beaucoup de respect et tout. Donc, je me suis dit, à un moment, vous allez venir vous asseoir chez Featuring. C'est clean, c'est clean. Voilà. Écoute, Driver, là, on va parler aussi de. Roule avec Driver, mais là, parce que c'est les Américains, parce que tu es un passionné aussi de rap américain. Voilà. Ça a commencé quand? Roule avec Driver, ça a commencé chez OKLM. D'accord. Voilà. C'est en fait, moi j'étais chroniqueur dans une émission quotidienne qui s'appelait La Sauce, qui est animée par Mehdi Maizi. Et il se trouve que là-dedans, je balançais beaucoup d'anecdotes tout le temps. Et à un moment, chez OKLM, ils m'ont dit hey, Driver, il te faut ton émission en vérité. Tu parles de ce que tu veux, des Français, des Américains, mais t'as 2-3 heures et vas-y. Le narrateur. Tu parles, mais c'était de la radio. Donc je parlais et on coupait avec de la musique. Et voilà, machin et tout. Et ça se passait très bien. Et quand OKLM s'est arrêté, les gens m'ont dit Driver, même si OKLM s'est arrêté, faut que tu continues, rouler avec Driver, faut que tu continues. Et moi, j'étais fatigué en fait. Et je me disais, ouais, non, ça m'intéresse pas, et tout, machin. Et je voyais que les gens lâchaient pas l'affaire. Ils me disaient, non, Driver, faut que tu reviennes. Bon. Je me suis dit, vas-y, on va quand même essayer de faire plaisir aux gens, aux supporters de l'émission sur OKLM. Mais comment la faire? Mais je vais pas retourner à la radio et tout ça, donc j'ai laissé couler et c'est encore le même mec. Marc. On dirait lui, il a un radar, un capteur. Il sent quand je commence à devenir fainéant. Il le sent. Et il apparaît dans ma vie une nouvelle fois. Et là, on est à la période 2020, Covid. Covid, ouais. Une période où quand t'es artiste, c'est difficile de gagner de l'argent parce qu'on peut plus sortir. Et voilà. Et moi, c'est une période où je fais de l'argent en club. J'anime des soirées avec des DJ. Et boum, Covid, on dit les clubs sont fermés. Je gagne plus d'argent. Et là, Marc m'explique, tu sais, il y a YouTube. Tu peux faire de l'argent en te filmant, faire ce que tu sais faire de chez toi. Et tu postes. Télétravail. Voilà, un genre de télétravail. Et moi, je dis, ouais, mais non. Il me connaît. Et il me dit, ouais, je dis, mais de toute façon, j'ai pas de matériel et tout. Il me dit, ah, c'est ça ton problème? Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas de matériel, je peux pas faire ça et tout. 2 jours après, je reçois une caméra chez moi. C'est Marc qui m'a envoyé une caméra. Et il me dit, maintenant, t'as plus d'excuses, à toi de jouer. Et ça me rappelle ces 2 morceaux qu'il m'avait donnés pour ma compilation et tout, c'est pareil. Il a mis la batterie dans mon dos et vas-y, maintenant cours. Et j'ai commencé à enregistrer en direct de ma chambre, hein, tout simplement. Et je postais. Et ça m'a très vite rapporté de l'argent. Dédicace à Marc. Ouais, non, il est trop important pour moi. Et non. Du coup, j'ai continué, il m'a expliqué les trucs, faut que tu tiennes un rythme, tu choisis un jour dans la semaine, soit au rendez-vous toutes les semaines, blablabla. Et puis c'est devenu un vrai travail, quoi. Un jeudi de plus ou pas un jeudi de trop, tu vois. C'est devenu un vrai boulot, et voilà, et jusqu'à maintenant, je continue. Et les gens me le rendent bien, parce qu'ils s'abonnent, ils suivent, ils me supportent avec le merchandising Roule avec Driver. Et les gens adorent justement quand je raconte les coulisses de l'industrie américaine, le lien avec les gangs, le gangstérisme et le rap et tout. Et du coup, avec 2 potes, on s'est dit, la suite logique, c'est de ramener ça sur des livres. Et on a monté récemment une boîte d'édition qui s'appelle Paper Mundi et qui va, pour l'instant, notre truc, c'est de
traduire, donc récupérer les droits de livres américains, les traduire en français et les sortir en France. Et là, le premier livre qui va arriver, et là il est en précommande, c'est un livre qui s'appelle Sex Money Murder. Ça parle d'un gang des années 90 de New York, du Bronx plus précisément, qui s'appelle comme ça, Sex Money Murder, qui ont amené les premiers Bloods à New York. Et voilà. Et il se trouve que cette histoire, l'histoire de ce gang a un lien avec beaucoup de gens du rap. Dans l'histoire, tu peux croiser Nas, tu peux croiser Lord Tariq et Peter Guns, tu peux même croiser Jennifer Lopez dans une bagarre. Oui, monsieur. Donc, voilà, il y a des liens avec le rap et tout. Et c'est ce qu'on aime. Pour moi, ça, c'est la suite de Roulette Driver. Donc, on va sortir des bouquins. Mais ça, c'est pas... Ça découle pas de Undersiders aussi? Exactement. En fait, c'est les... parmi les associés, il y a un mec, c'est le mec qui a créé Undersiders. Ah mais tu sais que c'est frustrant, hein, Undersiders, il n'y a que 8 épisodes je crois, et tu sais que les gens ils disent mais attends, il y a d'autres gens là, c'est comment? Là il y a des livres qui arrivent les gars, il y a des livres. Et justement, cette collection qui lie le rap au gangstérisme, cette collection de bouquins s'appelle Undersiders. Ok. Voilà, tout est lié. Ok, est-ce que vous allez reprendre des gens qui sont passés dans le podcast, vous allez sortir des livres sur... Je sais pas, un riche porteur ou un Supreme. C'est possible. Tu sais, tout est une question de droit. Racheter des droits, combien ça coûte, voir si ça nous arrange ou pas. C'est ça, c'est toute une question de business en fait. Et là, j'ai deux questions qui me viennent. Toi, t'as écouté, je suppose que t'as écouté les 2 épisodes d'Undersiders, tous les épisodes. Tous les épisodes. C'est lequel qui t'a le plus chamboulé? Ben, Rich Porter. Ok. Mais pour plusieurs raisons. Et j'aime bien celui de Calvin Klein avec Jay-Z. J'aime bien celui-là. Mais celui de Rich Porter, parce qu'en vrai, on a la base, nous, avec Paid in Full, le film. Ouais. Qui raconte cette histoire-là, avec 2-3 trucs un peu changés, mais voilà. C'est-à-dire que je sais où je me situe. Mais le truc de ouf, c'est que 2018, je vais à New York. Je vais rejoindre un pote à Harlem, un mec que je connais de longue date. Et on se retrouve à la terrasse d'un restaurant, il me présente un gars à lui, son grand, même. Et on commence à discuter, je me rends compte que lui était dans l'équipe de Rich Porter, tout ça. Alpo et tout, machin. Donc au début, il est un peu méfiant. Et puis tout d'un coup, il sent qu'il peut me parler, il me raconte plein d'anecdotes, des trucs en plus. Et moi, grâce à Undersiders, je peux lui répondre. Il me dit, mais comment tu connais ça? T'es français et tout. Je lui dis, non, non, tranquille. Mais c'est grâce à Undersiders. Et du coup, je te dis la vérité, quand je termine mon après-midi avec lui, je rentre dans mon Airbnb et je me remets l'épisode par rapport à tout ce que lui m'a dit en plus. Ouais. Et là, c'est encore autre chose dans ma tête. Cette histoire est complètement dingue. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je crois que c'est celle de Supreme. Hein. Ouais, Supreme, c'est incroyable. Et il y a un très beau documentaire qui a été fait par Massapil, la boîte de Nas, sur Supreme. Et c'est... Moi, je pense que c'est celui de Supreme que j'ai le plus, pas préféré, je vais pas dire le terme préféré, mais en tout cas, celui que j'ai le plus écouté, je pense. Ouais. Et après, bon, il y a la BMF, tout ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est beau projet de sortir les bouquins et je pense que ça va. C'est la culture, c'est la transmission. Je pense que ça va marcher. Tu vois. Je pense qu'il y a un public pour ça, parce que moi, je connais des gens qui ont cogné Undersiders, tu vois, et qui continuent. Okay. Et je pense qu'il y a un public pour ça et j'espère qu'il sera au rendez-vous. En tout cas, moi, je pense que j'achèterai le bouquin. Tu sais que là, tu m'as donné envie de réécouter tous les épisodes d'Undersiders, que je connais déjà. Mais j'ai envie de me les remettre. Parce que le mec, il parle. Il est trop fort. Oh, il est trop fort. Il est trop fort. Mais dans une ambiance. Oh, il est trop fort. mais Driver. Ouais. Pourquoi tout à l'heure je parlais de Ondelat du rap français? Tu vois Christophe Ondelat, il fait montrer l'accusé, la voix et tout. Là, il a repris une émission Europe 1. Le gars, il est capable, juste avec sa voix, de transporter dans les lieux. Tu peux voyager, mais toi, tu le fais aussi. Moi, je m'en rends pas compte parce que c'est moi. Ah si, mais je te merci dis. En tout cas. Quand je te dis que les gens, ils écoutent tes émissions et ça passe tout seul en voiture, c'est parce qu'ils se projettent. Okay. Tu vois, si t'es nul en narration, tu coupes, tu passes à autre chose. En plus, aujourd'hui, on est sur une surconsommation de contenu. Si c'est nul, on zappe. Mais les gens, ils disent, ouais, franchement, ça passe tout seul. Parce que t'as l'art et la manière de raconter. En plus,
T'as pas eu de formation forcément d'animateur, de journaliste. Non, pas du tout. Donc c'est intrinsèque. Ouais. Bah, tu vois. C'est pour ça que je dis, ouais, le narrateur. Tu vois. J'aime trop ce mot-là. Je vais le ressortir, ça. Je l'ai trouvé hier. Ah, ok. Je dis, ah non, faut que je le note et tout. Le narrateur. Tu vois. Donc, félicitations, tu vois. Je pense que. Merci. Voilà, c'est pas un hasard si dans ton livre tu dis que tu t'es retrouvé avec Ruquier, etc. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui a senti quelque chose chez toi à ce moment-là. C'est lui le premier à l'avoir senti. Hein, et regarde, plus de 20 ans plus tard, tu fais des podcasts, les gens ils disent ouais, il a une voix et tout. Donc félicitations. Merci. Je vais te proposer un petit jeu. Ok. J'appelle ça un jeu des casquettes. Donc tu vas te mettre dans la peau d'un acteur de la musique. Ok. Et tu vas me dire qui, pourquoi. Ok. Voilà, donc, je sors mes petites fiches. Alors, si tu devais interpréter un morceau d'un artiste mort ou vivant, ce serait quel morceau, pourquoi? Ouh, j'aime tellement de morceaux, c'est trop dur comme question, ça. Ce qui te vient tout de suite, à l'instant T. Voilà, tout de suite, là, c'est... les féministes ne m'en voulaient pas, hein. Il y a un morceau qui est pas super connu en France. C'est un morceau américain. Un artiste qui s'appelle Tela, T-E-L-A, featuring 8Ball et MJG. D'accord. Ils viennent de Memphis, tout ça. Et au refrain, il y a Jay-Z Faye qui fait aussi la musique. Et le morceau s'appelle Show Enough. C'est la chanson parfaite pour les strip clubs. Et voilà ce que j'aimerais. Non, mais parce qu'à un moment, il faut que je parle de ma frustration. Dis-nous. Les strip clubs. Le sexe. C'est très libre d'en parler dans le rap américain. Ok? Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué en France. Et moi, j'adore ces morceaux-là chez les Américains. Quand je vais aux États-Unis, je mets les pieds en strip club. Et du coup, tout m'influence. Moi, je suis toujours un rappeur. Et du coup, des fois, j'ai envie de faire de la musique pour ces endroits, pour ces trucs. Mais quand tu rentres en France, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette culture. Donc, tu peux pas faire. Donc, du coup, là, tu me demandes un morceau. Ben, je te dis un morceau que je pourrais pas faire en France, en fait. Et c'est ce morceau-là, Show Enough, Tela, featuring 8Ball et MJG. Incroyable. Hoes in the club, showing up, shaking that ass in the club, nigga, what up? J'ai rêvé ce morceau fort. Voilà. Si tu devais prendre une punchline d'un rappeur, ce serait quelle punchline? Pourquoi? Moi, il y en a une qui m'a marqué. Là, on revient en France. Hein. En vrai, aux États-Unis, il y en a plein. Ouais, mais vas-y, allez, allez, je vais prendre un exemple français, un exemple américain. Vas-y. Exemple français, Lunatique, Booba, la vie, ça fait mal quand ça commence. C'est pour ça qu'on pleure tous à la naissance. Quand j'ai entendu ça la première fois, je dis oh pause. Waouh. Je te parle, j'ai des frissons. Ah ouais. Eh, cette line, c'est trop. Ah ouais. C'est trop. Qui s'est questionné pourquoi, quand on venait au monde, on pleurait? C'est vrai. Quand il y a un accouchement et que le bébé pleure pas, on dit il y a un problème. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, t'es censé pleurer. Dès que tu viens au monde, t'es censé pleurer. Il dit parce que la vie, ça fait mal. J'avoue, elle est incroyable. Waouh. Français, c'est ça. Et on a mis aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a deux. Il y en a une de Nas. I never sleep, cause sleep is a cousin of death. Je dors jamais parce que dormir, c'est le cousin de la mort. C'est extraordinaire. Ça veut dire plein de choses. Déjà, ne pas dormir, ça veut dire tu bouges. Faut pas être feignant, faut bouger. Et si tu bouges plus, c'est que tu vas mourir. Donc cette phrase, elle est belle et elle est motivante. Et moi, il y en a une autre, c'est Jay-Z dans un morceau de Freeway qui s'appelle What You Do, je crois, il me semble, avec Beanie Sigel et Jay-Z en featuring. Et Jay-Z est très fort dans les doubles sens, triple sens et tout ça. Et dedans, il dit I move keys so you can call me the piano man.
Et la traduction littérale, c'est je bouge les keys. Les keys, c'est les clés comme la clé de sol dans le solfège. Je bouge les clés de sol, donc tu peux m'appeler pianiste. Ok, sympa. Sauf que keys, c'est aussi les kilogrammes. C'est un K apostrophe S, keys, pour dire kilogramme, et parle de kilogrammes de drogue. Un move keys, ça veut dire je vends tellement de drogue que tu peux m'appeler le pianiste. Mais le pianiste par rapport aux clés de sol. C'est-à-dire il y a un double sens. Et quand il fait ça, j'ai dit, mais faut comprendre, faut écouter plusieurs fois. Et le jour où j'ai compris, je dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Jay-Z, toute sa carrière, il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est ça les punchlines. Ok. Ouais. Si tu devais assister à une séance studio d'un morceau d'un artiste mort ou vivant, ce serait pour quelle séance, pour quel morceau par exemple? Là où tu aurais voulu être là quand ils enregistrent. Ah, j'ai un gamin, moi. Tupac, Eat 'em Up. Pourquoi? Juste pour la fin du morceau, comment il est énervé. En fait, j'aurais voulu vivre ça en face, voir sa tête. C'est pas possible. La première fois que j'ai entendu ce morceau, c'était à la radio sur Génération. Je me prends le morceau, déjà, je suis comme, waouh, il attaque Biggie, oh, il est énervé et tout, machin. Mais à la fin, il rappe même plus, il parle, oh il dit des trucs de ouf. Et moi, je me dis, déjà, ça, c'est en une prise. Tu peux pas le faire plusieurs fois, ça. Ça, c'est une fois. Et je me dis, le mec, c'est sûr, il est fonce-dé. Et il a une vraie haine pour dire des trucs, faux. Eh, mon flingue fera tout pour vos enfants, pour que vos enfants ne voient pas leurs parents vivants ou je sais plus quoi, ou que vos enfants ne naissent jamais. Je crois que c'est ça qu'il dit. Dans l'énervement, c'est de la poésie, mais en même temps, c'est mortuaire. Il est tellement énervé sur ce morceau à la fin. Il dit des trucs de ouf, vraiment. Et tu vois, moi, je suis un fan de Tupac et je suis un fan de Biggie. Je suis un fan de Death Row et je suis un fan de Bad Boy. Et à la fin du morceau, il dit, si tous les gens qui viennent de Bad Boy, allez vous faire foutre. Et ceux qui aiment Bad Boy, allez vous faire foutre. C'est-à-dire, j'ai même l'impression qu'ils m'insultent parce que j'aime Bad Boy aussi. Bon, je kiffe pas Death Row, tout ça, et je préfère même Death Row que Bad Boy. Mais j'aime Bad Boy quand même. C'est-à-dire, j'écoute le mec, il m'insulte. Tupac, rest in peace. Biggie, rest in peace. Et j'aurais voulu être dans le studio ce jour-là parce que c'était la guerre. Tupac, à la fin du morceau, je crois qu'il est possédé, il est fou. J'aurais voulu voir ça. Savoir, c'est noté. Si tu devais avoir la carrière d'un artiste, mort ou vivant, ce serait quelle carrière, pourquoi? Jay-Z. Pourquoi? Longévité, toujours au niveau à chaque fois qu'il sort un album. Tu peux préférer un album plus que l'autre, moins et machin, parce que la musique elle te parle plus, elle te parle moins, mais lui, il est toujours au niveau. Et voilà, longévité, il est là depuis très longtemps. Là, il se permet de pas sortir d'album, mais s'il veut en sortir un, il le sort et ça sera bien. Voilà. Si tu devais assister à un live d'un artiste mort ou vivant, ce serait qui, pourquoi? Ben là, moi, je vais te sortir ceux que j'ai jamais vus. Parce que moi, je sors beaucoup, je vais beaucoup voir les concerts. J'étais là. Voilà. Donc, déjà, Tupac et Biggie, ils n'ont pas eu l'occasion de faire des concerts en France. Donc, Tupac, Biggie, ouais. C'était ça les concerts que j'aurais voulu voir. Sinon, les vivants, en général, je les ai vus. Hein. T'as vu tout le monde? Ouais, quasiment. Hein. Toi, t'arrives, on t'offre des places, vu que t'es driver, on t'offre des places pour aller voir des concerts ou... C'est rare, mais ça arrive. Okay. Mais c'est rare. En général, j'achète. D'ailleurs, si vous voulez m'offrir des places de concert, moi, je suis open. Hein. Si tu devais produire un artiste, mort ou vivant, ce serait qui, pourquoi? Produire un artiste, mort ou vivant. Vu que t'es producteur. Ouais. Alors... Dans les artistes français vivants, je veux pas donner de nom, parce qu'après on va me les voler. Mais après, dans les artistes français qui ont déjà leur carrière, c'est trop facile en fait de citer les noms. Tu cites les noms de ceux qui ont marché, c'est bon. Donc la question en France pour moi elle est biaisée. Je peux pas vraiment m'exprimer maintenant
Aux États-Unis, une rappeuse du moment, Lato. Ok, pourquoi? Parce que je l'ai vu arriver dans une espèce de télé-réalité qui s'appelle Rap Game. Ouais, c'était Rap Game. Qui était produite et présentée par Jermaine Dupri. Sosodef, je suis grand fan de Jermaine Dupri. Donc j'ai regardé l'émission pour lui. Et lui, il est réputé pour avoir suggéré les carrières des enfants artistes, des gens comme Chris Cross, des gens comme Bow Wow, des gens comme Usher quand il était jeune, tout ça. Il est réputé pour savoir les gérer. Donc du coup, cette émission, c'était des bébés rappeurs, en gros, bon, des mineurs, quoi. Et lui, qui est fort, mais qui trouve le gagnant de tout ça pour produire l'artiste. Dès le premier épisode où j'ai vu, il y avait Lato dedans, toute jeune. Dès le premier épisode où je l'ai vu, j'ai dit, elle est trop forte. C'est elle qui va gagner. Elle a gagné. Jermaine Dupri devait la produire, mais il se trouve qu'elle était déjà signée avant. C'est pas bien, ils ont menti. Parce que normalement, quand tu rentres dans ces émissions-là, t'as pas de contrat. Et ils ont dit, ouais, non, il n'y a pas de contrat. Et en fait, au moment où Jermaine Dupri va la signer, il y a des mecs qui rêvent, bah non, elle est chez nous, en fait, comment on fait? Et Jermaine Dupri, il a dit, dégagez. Je fais pas de business avec vous, je fais rien, lâchez. Et finalement, elle a fait son truc, elle a signé chez Sony, et aujourd'hui, elle est en place et tout. Et moi, je suis toute sa carrière parce que je l'ai vue dans Rap Game et je suis content de l'avoir évolué et tout. La meuf, elle est en place. Elle se retrouve même en feat avec Mariah Carey, avec Jennifer Lopez. Truc. Elle est en place, la meuf. Avec Cardi B, tout. Et du coup, ouais, c'est elle que j'aurais voulu produire. Ok. Ouais. Là, les deux derniers. Si tu devais choisir une pochette d'album, ce serait laquelle? Pourquoi? Il y en a une de Sadek, où il est avec deux grands-mères. Je crois que le titre de l'album, c'est Content d'être là. Il me semble. Hein. Mais en tout cas, c'est la pochette où il est avec deux grands-mères. Je la trouve extraordinaire, cette pochette. Et je lui ai dit. C'est un truc de moi. Moi, j'aime les trucs décalés. Hein. Donc celle-là, ouais, non, elle est complètement dingue. Ok. Ouais. Et bonus, bon, parce que tu fais des interviews. Si tu devais interviewer quelqu'un, décédé ou vivant, ce serait qui? Pourquoi? Allez, un décédé, un vivant. C'est dur. En vrai, Biggie, pendant la guerre Death Row Bad Boy, parce que finalement, Tupac s'est beaucoup plus exprimé que Biggie sur cette guerre. Biggie, il bottait un peu en touche, il n'en parlait pas vraiment et tout, donc j'aurais voulu faire une vraie interview où il joue le jeu, où il répond. Et vivant, Lil Wayne. Pourquoi? Je suis fan de ce mec et je trouve qu'il est complètement fou en interview. Il est très souvent fonce-dé et il y a des éclairs de génie qui sortent de son état. J'aimerais bien faire Lil Wayne, ouais. Ok, tu envisages de le faire? J'envisage rien parce que j'ai pas l'opportunité, mais demain on me dit, tu sais, Mike Tyson, ça m'est tombé dessus, hein. On m'a dit, voilà, ça t'intéresse? Mais bien sûr que ça m'intéresse. Donc demain, on t'a dit comme ça? Ouais, l'histoire elle est un peu plus longue que ça, mais en gros c'est, vas-y, il vient en France bientôt, je m'occupe de lui, c'est Frenchy qui a interviewé pendant l'émission, il m'a dit vas-y, moi je kiffe ton podcast, et si t'es chaud de l'interviewer dedans, vas-y. Je dis mais avec grand plaisir, et on le fait. Donc c'est comme ça que ça arrive, c'est-à-dire demain il y a quelqu'un qui me dit ah j'ai Lil Wayne. Arrête ta phrase tout de suite, oui. On y va. Donc ouais, Lil Wayne, j'aimerais bien. Ok, bah merci d'avoir participé au jeu, Driver. C'est moi. Driver, d'origine camerounaise. Ouais. Quel est ton rapport avec le Cameroun? Mon rapport avec le Cameroun, déjà, c'est mes parents, ma famille, mes parents, mes tantes, mes oncles, tout ça. Que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. Ça a été quelques voyages là-bas. C'est la nourriture que je mange depuis que je suis tout petit et j'adore ça. C'est le football. Ouais. Les Lions indomptables. C'est une passion. Et voilà, hein, en gros, hein, la musique aussi, la culture, de mes parents, tout vient de mes parents. Ah, vous êtes franchement trop marrants, les Camerounais, c'est exceptionnel. Franchement, un ego. C'est ça que j'allais dire, il paraît qu'on ne brille pas par notre humilité. Ouais. Il faut laisser ça de côté, l'humilité. Non, franchement, c'est waouh. Et d'ailleurs, on parlait de voyage, tu voyages beaucoup, toi? Ouais.
T'as fait combien de pays à peu près? J'en sais rien du tout. J'ai jamais compté, mais après, contrairement à ce que tu peux croire, moi, je suis très... je vais dans un pays, j'aime et j'y vais 5 fois. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu faire 4 autres pays. Ah, je reviens parce que j'aime trop et j'ai pas fini de vivre mon truc dedans. Donc voilà, mais j'ai quand même vu du paysage. Et je trouve que c'est trop important, en fait. Ça t'ouvre l'esprit, tu connais plein de choses. Et quand tu fais du rap, qui est quand même une musique éponge, que tu peux mélanger avec plein de choses, découvrir différentes cultures, ça influe ta musique. Et ça la rend meilleure. C'est vrai, c'est vrai. Je sais que t'as un rapport particulier avec la Colombie, toi. Ouais, avec l'Amérique latine en général, parce que j'écoute beaucoup de reggaeton. T'es un reggaetonero, totalement. J'aime trop ça, mais j'anime des soirées à Paris énormes, tout ça. J'anime des soirées. Et en plus, t'as fait la première partie de Maluma. Maluma, à Bercy. Ça t'a fait quoi de prester à Bercy Moi, bizarrement, c'est pas la taille de la salle qui va m'impressionner. Moi, j'étais content de faire la première partie de Maluma, parce qu'à ce moment-là, Maluma, il a un album qui s'appelle Papi Juancho, et dedans, il y a un single qui s'appelle Hawaii, et c'était ma chanson du moment, même peut-être pendant 2 ou 3 ans. Tu vois, quand ta plateforme de streaming, à la fin de l'année, elle te dit ce que t'as le plus écouté, là. Hawaii, Maluma, ça revenait tout le temps. Et moi, j'avais déjà acheté ma place de concert, moi. J'allais le voir parce que j'aime trop ce morceau et j'aime bien sa carrière et tout. Et on m'appelle, on me dit, ah, t'es chaud pour faire la première partie de Maluma? Quoi? Mais de toute façon, j'allais y aller. J'allais regarder, donc vas-y, allons-y. Et donc, du coup, moi, j'ai juste été content d'être dans la même salle que Maluma, d'être en première partie de Maluma. Et même l'après-midi, quand je suis allé faire les balances, tout ça, de l'avoir croisé et tout. Moi, c'était plus ça, en fait. Après, Accor Arena, bien sûr que c'est gratifiant, mais j'ai fait le Parc des Princes et Stade Vélodrome, mon gars. C'est dans mon livre. C'est vrai. Et la place, elle est devenue quoi, la place que t'as achetée? Je l'ai donnée à une inconnue. Ah ouais? Si j'aurais pu la vendre et tout. Il y a quelqu'un qui m'envoie un DM sur Instagram et je ne sais pas, elle venait de Belgique là. Je sais pas pourquoi elle me demande à moi, peut-être parce qu'elle a vu que je faisais la première partie, je sais pas. Elle me dit oui, je me suis fait arnaquer, j'ai acheté une place à quelqu'un, c'est pas la place, elle est pas bonne, tout, je sais pas, est-ce que par hasard t'as pas une entrée ou je sais pas, Je lui ai dit écoute, rendez-vous à telle heure devant l'Accor Arena, j'ai une place pour toi. C'était ma place que j'avais achetée. Et une inconnue je la connais comme pas, elle vient de Belgique. Incroyable. Incroyable, incroyable. Quelle histoire. Toi, t'arrives beaucoup de choses extraordinaires, ce que je vois. C'est ça. Mais voilà, tu disais à Colombie, mais je tiens à dire que là, récemment, en février, j'étais à Porto Rico. Alors? Et c'était incroyable. Tu es retourné 5 fois? Ouais. Ouais. C'était incroyable, vraiment. Ouais, je vois. Ouais. Mais t'as des pays que t'envisages de visiter? Ouais, là, je suis beaucoup sur l'Amérique latine. C'est-à-dire que déjà, il faut que je retourne encore en Colombie parce qu'il y a des villes importantes que j'ai pas faites, dont Medellín. Il faut que j'aille à Cuba. Il faut que j'aille en République dominicaine. Il faut que j'aille, j'oublie, au Chili. Et au Pérou. Allez, voilà. Et là, je pense que j'aurais fait le tour de ce que je veux voir en Amérique latine. Ok, et d'autres continents? D'autres continents que j'ai pas fait. L'Asie? L'Asie, j'attends une opportunité de moi-même. Je pense pas y aller. J'ai pas ce truc. Moi, c'est la musique en fait qui m'emmène à droite à gauche. Tu vas pas faire du reggaeton en Asie? Non, j'ai pas l'affect musical sur ce qui se passe en Asie. Mais par contre, s'il y a une opportunité, un mec qui part en voyage, qui m'amène avec lui, ou même un concert ou je sais pas quoi, mais c'est avec grand plaisir. Je veux découvrir ce continent. Mais tu vois, la musique m'amène dans plusieurs pays d'Europe dans lesquels je serais pas allé. La musique m'emmène ce qui se passe en Allemagne, la Suisse, même si c'est francophone, la Belgique, même si c'est francophone. Là, bientôt, je vais aller en Italie pour d'autres raisons. Bon, je peux le dire, pour le théâtre.
Je suis pris dans une pièce de théâtre. Je suis comédien aussi. Je sais. Je sais. Bah oui, n'est pas fini encore les trucs. T'es tout terrain, toi. Allez, j'en parle. Ça s'appelle Memory of Mankind. Et cette pièce va être jouée dans toute la France, une tournée française, et on part aussi en Autriche, ça sera ma première fois, et on part aussi à Milan, en Italie, ça sera ma première fois. Et voilà, tu vois, c'est mes activités qui m'emmènent dans certains pays beau, et tout. Et ça, c'est cool. Et pour l'instant, mes activités m'ont pas amené en Asie. Après l'Antarctique, tout ça, là, ça m'intéresse pas. L'Australie, pourquoi pas, tu vois, j'aimerais bien. L'Afrique, ça, c'est mes origines qui m'ont amené au Cameroun, mais la musique, déjà j'ai fait un concert aussi au Cameroun, c'était incroyable, dans un stade, ça me dépasse, j'en parle dans le bouquin, mais par exemple, je connais Brazzaville, grâce à la musique. Congo-Brazzaville, voilà. Donc c'est la musique qui me fait voyager. Ouais, ta activité artistique, quoi. Voilà. C'est bien. Voilà. Donc l'Asie, pourquoi pas, je sais pas, j'attends le moment, l'opportunité. Non mais toi t'es tout terrain là, t'es comédien et bientôt tu vas faire des films aussi. J'en ai déjà fait. Mais tu vas poursuivre. Oui. Et tu t'arrêtes quand, Driver? Tu t'arrêtes quand? T'es partout là, on te voit partout. Je suis obligé de Driver, maître de cérémonie, aux flammes. Je suis obligé de reciter Nas, I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Je ne dors pas parce que dormir c'est le cousin de la mort. On bosse. Driver, maître de cérémonie, on le voit aux flammes, on le voit à la récré, c'est lui qui anime. On te voit partout. Ouais, tu sais, moi, quand on me propose un truc, je regarde, si ça me plaît, je fais, en fait. Et le jour où je serai pas, c'est que ou ça m'intéresse pas, ou alors je suis vraiment fatigué. Mais justement, là, tu as une reconnaissance, on va dire une réelle reconnaissance dans tout ce que tu fais. Ouais. Comment tu le ressens? Je suis content parce que moi, je pense avoir vécu mon prime au début de ma vingtaine, en fait. Je sors mon premier album, j'ai 22 ans. Allez, on va dire c'est là mon prime, à peu près autour de mes 22 ans. Et après, ça redescend. Et en général, tu remontes pas. C'est rare, ça arrive, hein. Mais c'est rare de remonter, d'avoir une deuxième naissance, une renaissance, quoi. Et je pense que je suis dans ma renaissance. Je pense que je suis en train de vivre un deuxième prime sous une autre forme. Et déjà, je remercie Dieu pour ça. Et comme dirait Snoop Dogg, je me remercie moi-même. Parce qu'en vrai, c'est du travail. J'ai travaillé, je me suis jamais arrêté, même si j'ai eu ma petite période PlayStation, jeu de management, tout ça. Grâce à Marc, je me suis remis au boulot. Et grâce à Jean-Pierre, assidu dans l'indépendance et tout. Et tu vois, toutes ces histoires que je raconte dans Roulette Driver, sur ces Américains et tout, tu sais, c'est beaucoup d'interviews que j'ai regardé de ces mecs-là, de livres que j'ai lus sur ces mecs-là. Et il y a toujours un truc qui est motivant. Et il n'y a pas de secret, il y a le travail. Si tu travailles et que tu travailles bien, à un moment ça paie. Et je pense que j'ai eu une traversée du désert où j'ai quand même beaucoup travaillé, mais on ne me voyait pas travailler. On se disait, c'est mort. C'est en train de payer maintenant. Ah, parce que là, t'es beaucoup sollicité. Ouais. Hein. On te voit partout. Et du coup, pour répondre clairement à ta question, j'apprécie ce moment parce que pour moi, c'était pas prévu qu'il arrive ce moment. Bah, écoute, moi je suis content pour toi. Merci. Je suis très très content pour toi, d'autant plus que bon, on va l'évoquer un peu, mais durant la période justement 2020 là, ça a été très compliqué pour toi. Physiquement, moi le Covid je l'ai eu de plein fouet, j'étais à l'hôpital tout. Et bah là c'est une résurrection en vrai. Tu vois. Franchement. Parce que voilà, faut le dire clairement, t'as failli y passer. Ouais. Et t'es bel et bien là. Ouais. Partout. Et je tiens vraiment à remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages pendant que j'étais à l'hôpital ou en convalescence et tout. Et c'est clair et net, ces personnes m'ont aidé à aller mieux pour de vrai. Avant, je voyais ça dans les films, je disais, c'est du cinéma. Non. Tous ces messages-là, tu disais non. Je me disais, je peux pas partir. Je me suis battu pour aller mieux et voilà. Merci à vous. Gloire à Dieu, comme on dit. Exactement. Driver. Tout à l'heure, on parlait de Driver l'écrivain. Là, on va parler de Driver le lecteur. On va parler à la rubrique lecture. Est-ce que
Je pense que tu lis beaucoup parce que je vois dans Light Driver, là, il y a des livres Ouais, là, que je derrière. reconnais. Biographie de Mohamed Ali, tout ça. Ouais. Ça va, en couverture, je reconnais. Est-ce que tu peux recommander 3 livres, s'il te plaît? Alors, c'est dur 3, mais vas-y, comme ça, les premiers qui me viennent. J'aime beaucoup un livre, une autobiographie sur L.A. Reid, qui est un producteur, après c'est en anglais, hein, Ouais. qui est un producteur américain, qui avait le label La Face avec Babyface, label qui a produit Usher, Outkast, et Tony Braxton et plein d'autres. J'ai bien aimé son livre qui parle des coulisses de l'industrie et le fait d'être producteur, et lui, producteur à l'ancienne, où tu vois, où il donne un détail. Lui, c'est pas un mec qui va te demander vas-y, fais-moi écouter une maquette. Lui, il dit viens dans mon bureau, chante devant moi. Rappe devant moi. Lui, c'est à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien ça. Voilà. Et bref, il y a plein de trucs comme ça. Je trouve que c'est cool. Il y a un livre qui m'a beaucoup touché. C'est un livre sur Mac Miller. C'est un rappeur que j'ai beaucoup apprécié, que j'écoute énormément encore. Et je le trouve bien écrit parce que pour le coup, c'est pas l'autobiographie où tu vas voir Mac Miller, vas-y raconte-moi. Mac Miller, il est mort au moment où ils font le livre. Donc en vérité, le mec va faire ses recherches, il va interviewer la famille, il va interviewer le producteur, il va interviewer le beatmaker, le featuring, avec toutes les informations qu'il a. Il te fait un livre solide alors que le mec est pas là et il est mort. J'ai vraiment apprécié ce livre. Et allez, on va dire pour la motivation, j'aime bien le livre de Jeezy, Young Jeezy, un rappeur qui est sorti il y a quelques mois et que j'ai vraiment apprécié. Parce que j'aime bien quand les mecs racontent leur parcours quand ils viennent d'en bas et qu'ils arrivent en haut. Voilà. Ok, très bien. Écoute, la tradition ici, c'est que l'autre, il repart avec un livre. Donc j'ai un livre pour toi. J'espère que tu ne l'as pas. Bien emballé. Tiens, tu l'ouvres, tu montres à la caméra, s'il te plaît. Très bien. Attends, c'est rare que ce soit moi qui fasse... En général, c'est moi qui fais des cadeaux. Est-ce que tu l'as? Alors, déjà, je l'ai pas. Un livre sur Diego Armando Maradona, moi, Diego. Incroyable. Mon joueur de football préféré. Non, c'est... Merci beaucoup. Bah écoute, c'est son autobiographie. Hein. Je vais la lire, je vais la dévorer. C'est mon joueur, lui. Lui, c'est mon joueur. Mexico 86, pour ceux qui savent. Oh là là. On n'a pas parlé de foot, c'est une passion que t'as aussi. Le ballon. Moi depuis toujours, hein, je suis... mais c'est... Je suis, quoi. Déjà, je jouais à l'époque où j'avais un corps un peu plus svelte. Et je suis... Moi, je suis un supporter de l'AS Monaco. Ok. Depuis toujours? Depuis 1984. Vous pouvez pas me tester. Et jusqu'à maintenant, moi, ma vie, c'est Monaco, en fait. T'es déjà allé à Louis II et tout? Mais bien sûr, j'y vais souvent. J'ai vu des grands matchs là-bas. Et tu vois le livre Freestyle? Ouais. Je l'ai terminé à Monaco. Ok. J'étais là-bas, dans ma chambre d'hôtel, avec mon ordinateur, tout. Et j'allais voir les matchs préliminaires de la Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Vous êtes sorti? Malheureusement. Mais quand le match que j'ai vu à Monaco, il y a eu un partout. Parce qu'il faut savoir que tous les matchs que j'ai vus à Monaco, Monaco n'a jamais perdu. Quand je suis là, ils perdent pas. Je suis un porte-bonheur, c'est à le dire. Et que j'ai vu quand Monaco, l'épopée de Monaco en Ligue des Champions, quand ils arrivent en finale contre Porto, qui perdent malheureusement, en match de poule, ils jouent contre la Corogne. 7-2, ouais. 8-3. Non, 8-3, pardon. 8-3. Ouais. J'étais dans le stade, mon gars. J'étais là. Et alors, je t'ai fait plaisir, hein. Quel match! Dado Perso, Roten, Julie, Edouard Cissé, incroyable. Yaroslav Plazil, incroyable. Zikos, ça c'était... Roma. Flavio Roma, tout ça. Quelle équipe. Incroyable. Non, je vais souvent à Louis II dès que je peux. Je vais à Monaco. Et Monaco, c'est vraiment une ville qui m'apaise. J'aime bien être là-bas, je fais beaucoup de siestes. C'est le seul endroit où je fais des siestes. C'est cool. Et joueur de foot préféré, Maradona. Ouais. Thierry Henry aussi. Ok, tu l'as rencontré? Ouais. Thierry Henry,
Je l'ai rencontré en 98 quand il était fraîchement champion du monde et je suis allé le voir à Monaco. Moi, je sortais mon premier album et on a fait une interview croisée avec Philippe Christenval qui joue à Monaco et qui est de Sarcelles. Ouais. Voilà. Et Thierry Henry et moi, tous les trois, pour le magazine L'Affiche. Et à partir de ce moment-là, on est resté en contact. Et quand il est parti jouer à la Juventus après Monaco et avant Arsenal, j'étais toujours en contact avec lui, tout ça. Arsenal, on s'est perdu de vue. Barcelone, on s'est retrouvé, mais c'est vraiment... Il y a eu un espèce de week-end incroyable à Paris où il y avait Tony Parker qui se mariait avec Eva Longoria. Du coup, il y avait plein d'Américains qui étaient invités au mariage. Des acteurs, des chanteurs et tout ça, dont Thierry Henry. Et le même jour que le mariage, il y avait 50 Cent en concert à l'Olympia. Donc moi, je vais au concert à l'Olympia. 50, je suis là. Hein. Et le lendemain, il y a Snoop au Bataclan. Oh là là. C'est-à-dire, moi, je vais le lendemain au concert de Snoop et je tombe sur Thierry Henry. Et ça faisait longtemps que c'était quoi, oh, ça va et tout, là, là. Et on prend les photos, j'ai la photo quelque part, là, dans mon téléphone, on est content. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Et il venait fraîchement de signer à Barcelone, et il venait de signer chez Reebok. Ok. Voilà. Et donc, du coup, de par Reebok et le mariage de Tony Parker, déjà, il me dit que la veille, il était au concert de 50. Il me dit, je t'ai vu dans le public en train de t'ambiancer. Ça, j'étais mort de rire. Et là, donc, on se check et tout. Ah, tu étais venu voir Snoop? Ouais, ok, cool. Tac, je regarde le concert de Snoop. Je suis comme un ouf. Snoop, c'est un de mes rappeurs préférés. Je suis comme un ouf. Et à un moment, Snoop, il fait monter Thierry Henry sur scène. Avec le maillot de Barcelone, tout, nan, Reebok, blablabla, tout. J'étais là. Ah! Et il dit, ouais, faites du bruit pour mon gars Thierry Henry. J'étais là. Il y avait deux gars. Il y avait Thierry Henry, il y avait Snoop ensemble sur la scène du Bataclan. J'étais dans la foule. J'étais comme un ouf. Comme un ouf. Et voilà. Donc, Thierry, salutations, beaucoup de respect, tu le sais. Ah bah écoute, ça fait plaisir, hein. Ouais. C'est cool. Driver, Mohamed Ali disait qu'il aimerait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de sympathique, de drôle. Je te pose la question, comment toi t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Je me suis pas vraiment posé cette question, mais... Allez, pour répondre, il était cool ce mec-là, il nous manque. Voilà. Ok. Voilà. Je suis pas dans l'ego, ouais, il faut qu'on dise c'est grâce à moi. Moi, juste, il me dit que je te manque, ça me va. Parfait. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Écoute, de vivre encore longtemps et des belles choses. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Ouais, la passion et l'amour, c'est le moteur. C'est tout le mal qu'on te fait en tout cas. Driver, ça Merci. a été un plaisir. J'ai pris du plaisir, j'ai bien rigolé. C'est moi qui te remercie. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.